Chers téléspectateurs, bienvenue au 5e épisode de votre web émission Les Engagés de l'innovation sociale. Une émission portée et organisée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh en collaboration avec son partenaire médiatique Téléplus. Après 4 épisodes qui ont traité l'écosystème de l'innovation sociale au Maroc, ses leviers de développement, comment mesurer son impact. Aujourd'hui, on va approfondir un peu la discussion vers une thématique essentielle et importante pour tous les innovateurs sociaux, à savoir le financement de l'innovation sociale au Maroc. Il y a plusieurs pistes de financement. L'offre, elle est assez diversifiée. Quelle est cette offre? Quelles sont ses composantes? Comment ça se passe? On va parler également de l'impact de ce financement. Est-ce qu'on arrive à le voir sur le terrain? Qu'est-ce qui manque? Et comment améliorer la pertinence de l'offre de financement afin également d'assurer un meilleur impact sur le terrain. Nous vous proposons un tour élargi sur une question essentielle de l'écosystème social au Maroc. Et pour ce, nous avons invité pour vous 2 invités qui ont énormément d'expérience sur le terrain de l'innovation sociale et qui vont nous apporter les éclaircissements nécessaires à ce sujet. À ma droite, Madame Nihal Mogaddar, bienvenue, marhaba bik معنا. Shukran bzaf, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nihal Mogaddar, vous êtes responsable pays d'INCO Maroc, une structure d'accompagnement de start-up et d'associations à fort impact social et environnemental au Maroc. Et vous êtes également consultante en entrepreneuriat. Exactement. Merci encore Merci une fois. J'ai à ma gauche M. Omar Ben Aïcha. M. Omar, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. M. Omar, vous êtes entrepreneur, cofondateur de l'incubateur et cluster CFSM, la Chambre française de commerce à Casablanca. Vous êtes également PhD, docteur en RSE et mentor de plusieurs startups technologiques. Merci d'avoir Merci. accepté notre Merci à vous. invitation. Avant de démarrer la discussion d'aujourd'hui, nous proposons un sujet d'actualité à discuter avec nos 2 invités. Et le sujet que nous avons choisi aujourd'hui est le crowdfunding. C'est vrai que depuis le 10 février 2021, nous avons un projet de loi qui a été adopté, c'est la loi 15-18 relatif au financement participatif, le crowdfunding. En arabe, le législateur a appelé cela « at-tamwil at-ta'awuni ». Alors aujourd'hui, il s'agit d'un mécanisme de financement alternatif qui s'ajoute à l'offre, peut-être, on va le voir aujourd'hui, déjà garnie de financement et qui permet aux acteurs de l'écosystème de lever des fonds grâce à des premières plateformes qui vont voir le jour bientôt, des plateformes de financement collaboratif. Ma question pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette nouvelle forme de financement va vraiment aider l'écosystème de l'innovation et booster l'écosystème de l'innovation sociale au Maroc? Et je démarre avec vous, Nihal. Oui, la réponse est oui, tout simplement. C'est un nouveau dispositif qui s'ajoute à ce qui existe déjà dans l'écosystème entrepreneuriat, surtout au Maroc. Et ça va aider les entrepreneurs, surtout, je pense, à lever plus de fonds. Mais là, ça va dépendre en fait du type de financement qu'ils vont demander à travers ces plateformes qui sont intermédiaires entre ces porteurs de projets, demandeurs de financement et entre les contributeurs. Il y a 3 types de financement à travers les plateformes de crowdfunding. Le premier type, c'est l'investissement. Comme on va chercher par exemple un investisseur, en fait, les contributeurs vont avoir une contrepartie si le projet, en cas de succès du projet. Sinon, il y a un deuxième type qui est le prêt, soit sans intérêt ou avec intérêt, mais bien sûr avec un taux fixé par Banque El Maghreb. Et le troisième type, c'est le don. Et là, ça va ressembler un petit peu au système de la prévente où, voilà, en fait, comment marche la prévente, c'est tu vas payer par exemple 200 dirhams pour investir, on va dire, dans mon projet. Et moi, en retour,
en tant qu'entrepreneur, je vais t'envoyer des produits, mes produits en fin de campagne sur la plateforme de crowdfunding. Très bien. Donc ça pourrait vraiment booster l'écosystème de l'innovation sociale au Maroc. Oui, oui. Donc nous avons de l'investissement, nous avons du prêt, nous avons également du don. Donc il y a plusieurs scénarios qui ont été pris en compte par ce projet de loi sur le crowdfunding. C'est Omar, aujourd'hui, est-ce que vraiment les innovateurs sociaux en ont besoin ou est-ce que c'est peut-être, certains disent que, comment dirais-je, c'est encore un peu trop tôt, mazal hal, ou est-ce que vraiment il y a une demande réelle sur le terrain pour ce type de financement? Non, clairement, il y a une demande et un besoin. Hein. Je rappelle juste que la Banque mondiale avait fait une étude sur le potentiel du crowdfunding. De mémoire, je pense que pour l'Afrique du Nord, à l'horizon 2025, on parle de quelque chose comme 5,5 ou 5,6 milliards de dollars. C'est énorme, hein. 56 milliards de dirhams, c'est à peu près le chiffre d'affaires de l'OCP annuel. Donc le potentiel est important. Maintenant, moi je vais vous dire clairement mon point de vue. Le problème, c'est qu'on avance. On n'avance pas rapidement. La loi a été adoptée en février de l'année dernière, ça fait une année. Je n'ai pas encore entendu parler de SFC, ce qu'on appelle les sociétés de financement collaboratif, qui a été agréée. Ça fait une année, 12 mois. Alors est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déposé leur dossier? Est-ce qu'on attend? Et donc on a besoin de ce type de financement maintenant. Je comprends que le secteur bancaire aussi, il regarde aussi ce produit de substitution, on va dire, notamment pour une typologie de projet. Il essaie de le voir aussi. En fait, on revient un peu la même histoire, un peu à la finance participative, les banques participatives. C'est-à-dire on a pris le temps d'observer, de dire et donc on a pris le temps. Moi, je pense qu'il faut aller vite. Il faut rapidement lancer le dispositif. Et je rappelle que les porteurs de projets au Maroc, ils n'ont pas attendu la loi. Ils utilisent déjà les plateformes à l'étranger. À l'étranger, exactement. Je ne vais pas donner des noms, mais il y a 2 plateformes notamment aujourd'hui. Si vous allez sur ces plateformes, vous allez trouver pas mal de projets marocains qui lèvent de l'argent de l'étranger, notamment les dons, pour financer leurs projets, notamment d'innovation sociale. Majoritairement des associations, je pense. Oui, des coopératives, des associations. En fait, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis je vais finir par une chose, n'oubliez pas que dans le nouvel modèle de développement, une grande partie dans le rapport parle de ce qu'on appelle le tiers secteur. Et le tiers secteur, c'est un des secteurs qui va assurer le développement économique et social du Maroc. Et le tiers secteur, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc il faut vraiment accélérer. C'est ce que j'aimerais insister beaucoup sur ça. Très bien, absolument. Je pense que c'est un très bon point d'initiation pour démarrer notre conversation aujourd'hui, notre discussion aujourd'hui. Je rappelle que nous parlons du financement de l'innovation sociale au Maroc. Nihal, aujourd'hui, un innovateur social qui souhaite financer son projet, quelles sont les portes sur lesquelles il peut frapper? Où est-ce qu'il peut partir? Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un overview de l'offre de financement aujourd'hui qui existe sur le marché. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour faire de l'innovation sociale? On peut la trouver partout. Un innovateur social, quel que soit l'acteur, s'il est entrepreneur ou porteur d'association ou une coopérative ou n'importe quel autre acteur de l'innovation sociale, il peut trouver l'argent chez l'État, comme il peut la trouver chez des fonds publics ou des fonds de coopération internationale par exemple. Il y en a plusieurs. Pour les entrepreneurs, les plus connus sont Tsemouilkoum, anciennement appelé la CCG, la Caisse centrale de garantie, qui a plusieurs formes en fait de financement, des subventions, des prêts d'honneur, des avances remboursables à hauteur de 2 millions de dirhams. Ça dépend bien évidemment du stade d'avancement ou de développement de la start-up. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça reste à mon avis, des fonds plutôt pour les projets débutants ou les projets en phase d'amorçage et pas autant pour des projets en scale-up, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de moyens pour les projets peut-être en phase d'idéation, d'amorçage, mais lorsqu'on arrive à la partie accélération et scale-up, comme vous avez dit, ou le go-to-market, l'offre de financement, si j'ai bien compris, elle est un peu plus réduite, c'est ça? Exactement. Et ces gens-là aujourd'hui qui sont en phase d'accélération et de scale-up, en général, quelles sont les pistes aujourd'hui qui existent pour eux pour pouvoir lever des fonds? Quelles sont les alternatives?
par exemple? La plupart de porteurs de projets, quand ils arrivent à un stade de développement, ils vont chercher des investisseurs, soit des business angels ou des personnes qui vont investir dans le capital et avoir une contrepartie par la suite, bien évidemment, ou ils vont chercher ailleurs, ce qui est normal. Mais je pense que tout de même, les fonds, les financements qui existent et les dispositifs de financement, en fait, ils vont un petit peu en parallèle quand même avec la maturité de l'écosystème entrepreneurial. On ne va pas créer de fonds pour beaucoup de startups en scale-up alors qu'on n'en a pas énormément à la base. Très bien. C'est Omar, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ça. Apparemment, si j'ai bien compris l'intervention de Niel, c'est qu'il y a des offres de financement spécifiques au degré de maturité et au degré de croissance de projet ou de l'organisation socialement innovante. C'est-à-dire, à chaque phase, apparemment, il y a une forme de financement spécifique. Est-ce que c'est une chose qui est intéressante ou est-ce qu'il faudrait avoir, par contre, une offre beaucoup plus générique sur tout le chemin, je dirais, de croissance et de maturation de l'entreprise ou de l'organisation socialement innovante? Mais également, si c'est possible, deuxième partie de ma question, ou également, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres formes également aujourd'hui qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas très connues de la part des acteurs? Moi, je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat social ou l'innovation sociale répond aux mêmes considérations, aux mêmes mécanismes que le financement d'autres types d'innovations, des autres startups, etc. C'est-à-dire qu'il faut des financements adaptés en fonction du cycle de vie du projet. Ça, c'est indéniablement quelque chose de nécessaire. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on a plutôt du financement non conventionnel. Donc, je n'ai pas fait nécessairement une étude précise, mais mon retour d'expérience aujourd'hui, les deux sources de financement de l'innovation sociale et de l'économie sociale solidaire, c'est l'appel à l'épargne publique, pas sur les marchés, c'est-à-dire lever des fonds auprès des gens, auprès des donateurs, et puis les fondations d'entreprises qui financent des associations, des coopératives. En troisième lieu, il y a un peu la coopération internationale et les organismes internationaux qui interviennent pour financer un certain nombre de projets. Mais ce n'est pas conventionnel dans le sens où ce n'est pas structuré. C'est-à-dire que tout simplement, même on parle de la CCG tout à l'heure, financer un projet social revient de à la même chose que financer un projet dit conventionnel. C'est-à-dire il faut des garanties, il faut etc. etc. Et donc, moi je pense que là où il faudrait qu'on travaille à ce sujet, c'est vraiment ces structurations pour que le financement de l'innovation sociale soit institutionnalisé. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis président d'une coopérative. Je reçois un coup de fil un jour d'une boîte américaine qui a une représentation ici, qui nous dit on va vous donner 80 000 dirhams. Au début, je pensais à une arnaque. Je ne les connais pas, je n'ai jamais entendu leur nom, etc. Donc j'ai fait des recherches, j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit ils sont mandatés par l'USAID pour financer des coopératives dans la région d'El Haouz. Et donc après je me suis posé la question, comment ils ont connu notre coopérative, etc. Il semble qu'on avait déposé un dossier à Amala il y a très longtemps, et lorsqu'ils cherchaient des coopératives à financer, ils se sont basés sur les dossiers qui étaient à Amala. Et donc, du coup, ils ont décidé de nous donner 80 000 dirhams sans vérifier le projet Diana, etc. Ce n'est pas structuré, mais c'est bien que ça existe. C'est bien que ça existe parce que justement, les 80 000 dirhams pour les villageois qu'on encadre dans la région de Marrakech, ça fait une différence. C'est une aubaine. Alors, donc, je reviens pour dire qu'aujourd'hui, il nous faut effectivement du financement qui est adapté à tous les cycles de vie du projet. Aujourd'hui, les projets d'innovation sociale qui fonctionnent et qui marchent, et je peux vous citer sans citer nécessairement la marque, vous savez que le leader pratiquement national aujourd'hui des produits laitiers au Maroc, c'est une coopérative. Ces gens-là, ils se sont associés, ils ont mis leurs moyens en commun, ils ont levé de l'argent auprès d'amis, auprès de familles, de copains, de bienfaiteurs, etc. Et ils ont construit ce business qui fonctionne très bien. Et après, ça c'est un très beau projet, mais qui a été financé de façon non conventionnelle. Il faut qu'on passe à du financement conventionnel. Parce qu'aujourd'hui, vous allez chez la CCG, il n'y a pas de cadre en fait. Et permettez-moi juste rapidement de vous expliquer c'est quoi l'entreprise sociale. Rapidement, l'entreprise sociale. Très bonne question parce que je voulais justement vous faire réagir par rapport à ça. C'était exactement ma prochaine question. Je reviendrai vers vous par rapport à ça. Parce que qui dit structuration, dit cadre, dit qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale. Exactement. Pour pouvoir la définir, afin de pouvoir lui accorder une offre de financement différente. Adaptée. Donc d'abord, qui sont ces entreprises sociales pour
leur donner un financement spécifique. Aujourd'hui, et je vous fais réagir Nihal par rapport à ça, apparemment le ministère de tutelle est en train de travailler sur un projet de loi cadre par rapport à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, espérons, dans quelques mois, croisons les doigts, on aura quand même un matelas juridique solide qui définit qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale, quel est son périmètre d'action, quelle est la différence entre une entreprise classique et une entreprise sociale, quelles sont les différentes formes et plusieurs d'autres niveaux de granularité, je dirais, dans les détails. Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que ça vraiment permettrait, je dirais, d'apurer et de mieux clarifier l'offre de financement pour ces structures? C'est ce qu'on aimerait voir en fait. Je pense que tout dépend tout est une question d'impact et de mesure d'impact. Même quand on parle de financement, le vrai challenge, c'est en fait comment savoir s'il y a un vrai retour sur l'investissement, que ce soit pour les organisations, les structures d'accompagnement, les entrepreneurs, tous les acteurs en fait de l'innovation sociale ou de l'économie sociale et solidaire plus précisément. En fait, là, il faut même pour les structures qui financent ou les fonds de coopération internationale, par exemple, et parmi tant d'autres, il faut en fait poser des critères beaucoup plus adaptés aux particularités de l'économie sociale et solidaire. Des critères à la fois sur l'impact social, mais vraiment bien mesurés, et sur l'impact économique aussi. Surtout bien sûr quand il s'agit d'entreprises, parce que en fin de compte, une entreprise, elle est là pour contribuer à l'économie nationale. Et du coup, il faut qu'il y ait des critères, des critères pour mesurer cet impact-là sur l'économie nationale. Et non pas juste... parce qu'il y a des gens qui lèvent des fonds pour lever des fonds. Absolument. Et ça devient un métier en soi. Là, c'est un point exactement que nous allons traiter en deuxième axe, c'est qu'aujourd'hui, l'argent et le financement, il est là, il est distribué. Mais pour quel impact? On va voir ça au deuxième axe. Mais avant, j'aimerais vous faire réagir, Sir Omar, par rapport à ce point, parce qu'apparemment, vous aviez des choses à dire par rapport à ça. Le cadre est important, apparemment. Le champ de définition est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement pertinent si on ne sait pas exactement à qui on le donne et pourquoi, et moyennant ou en contrepartie de quel impact attendu. Est-ce que la loi cadre va nous aider par rapport à ça? Oui, clairement, la loi cadre va nous aider. Je suis quand même consterné de constater que c'est une loi qui a été mise dans le pipe il y a plus de 5 ans. Ouais. Hein, ça prend beaucoup de temps. Ça a tardé. Et ça, c'est la loi sur cadre, sur l'économie sociale solidaire. Maintenant, après, il faut une loi spécifique à l'entreprise sociale. Parce que c'est quoi l'entreprise sociale? Quelle est la différence entre l'entreprise sociale et l'entreprise traditionnelle? Dans l'entreprise traditionnelle, on a des associés qui sont associés de capital. L'entreprise sociale, il n'y a pas de capital, il n'y a pas cette notion de capital. Il y a une notion de travail, c'est-à-dire on s'associe avec le travail, c'est-à-dire comment il va contribuer, quel est le travail qu'il va faire. On retrouve un peu l'esprit de ça dans les coopératives. La loi 112, les coopératives, il est très bien, mais il n'est pas suffisamment adapté pour l'entreprise sociale. Alors après, deuxième caractéristique de l'entreprise sociale, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise dont le business model d'affaires va être plutôt sur des sujets, des questions de société. Environnementale, sociale, création de revenus, réinsertion par exemple d'anciens détenus, de toxicomanes, etc. Ce sont vraiment des questions sociales. Troisième élément important, dans l'entreprise sociale, les associés n'ont pas les yeux rivés sur le profit, puisque par exemple en France, la loi prévoit que 40% du résultat soit réinjecté dans l'entreprise. Ça, c'est imposé par la loi. Imposé par la loi. 40% réinjection. Absolument, réinjecté minimum. C'est le minimum. C'est-à-dire que le conseil d'administration peut opter pour plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'entreprise sociale, l'objectif métier est le profit à court terme. C'est effectivement l'impact et c'est le long terme. Celui qui veut faire du profit à court terme, il est de l'entreprise sociale. Et donc, il nous faut ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une fiscalité aussi qui est adaptée. Et en fait, les pouvoirs publics doivent mettre un cadre pour éviter l'amalgame. Éviter des fuites, même le secteur conventionnel, le tiers secteur, comme l'appelle le nouveau modèle de développement, et de dire, ouais, on va faire des économies à les impôts, on a le business, on va le faire dans une entreprise sociale. Donc pour éviter cela, il faut clarifier tout cela pour que les gens soient encouragés et que, aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, on bricole. C'est-à-dire, on fait une entreprise d'innovation sociale, كاين qui يديروا une SARL, كاين qui يديروا une coopérative, كاين اللي ما كيديروا حتى حاجه. C'est complètement informel, voilà, ou association.
Et effectivement, c'est un problème. Donc il faut absolument définir le cadre. Et tant mieux, puisque d'abord le monde de développement le propose comme une mesure phare, hein, structurer ce tiers secteur. C'est l'occasion d'y aller et de le faire très rapidement. Très bien. J'aimerais vous faire réagir rapidement par rapport à un point. Et quid du financement classique bancaire? Aujourd'hui, le système classique bancaire, est-ce qu'il propose des offres de financement pour les entrepreneurs sociaux? Est-ce que ça existe? Est-ce que non? Est-ce que c'est rare? Et si oui, sous quelles conditions en général? Néal, est-ce que vous en avez une idée par rapport aux banques classiques? Qu'est-ce qu'elles offrent? C'est quand même assez difficile pour une banque d'investir dans de tels projets dans l'innovation sociale parce que c'est des projets à risque. Je pense que dans un premier temps, c'est à l'État de subventionner déjà pour montrer que ces projets peuvent être bancarisés et par la suite, ça sera le tour des banques de faire confiance un petit peu à ce type de projet. Mais la garantie, je pense en premier temps, elle doit être faite par l'État. Très bien, très bien. D'ailleurs, je pense que c'est le cas de la CCG. Par exemple, dans l'offre, peut-être qu'il y a un entrepreneur social qui ait bénéficié de Intelaca, par exemple. C'est vrai que l'État, il garantit à travers la CCG à 80%. C'est Omar, par rapport au financement classique, est-ce qu'il vraiment offre des choses intéressantes aux entrepreneurs sociaux? Aujourd'hui, si vous êtes constitué en coopérative, par exemple, la nouvelle loi sur les coopératives est excellente parce qu'il prévoit tous les mécanismes de gouvernance à la coopérative pour donner la confiance, la banque qui finance, par rapport à l'équipe qui gère la coopérative, par rapport au fonctionnement de la coopérative, par rapport à tout ce qui est comptabilité. La loi prévoit même un comité d'éthique au sein de la coopérative. Il prévoit des mécanismes pour éviter qu'un président commence à faire n'importe quoi, et abuse les pouvoirs dialogues, etc. C'est excellent. Maintenant, même à l'international, le concours bancaire classique est utilisé pour financer l'innovation sociale. En France, c'est utilisé, mais utilisé pas l'amorçage. C'est utiliser scale-up, utiliser vraiment l'accélération. Mais aujourd'hui, moi je pense que effectivement, avant d'aller demander les banques privées, etc., de faire un effort sur le sujet, je rejoins Niall, c'est aussi de mettre en place des programmes qui sont supportés par l'État. Par exemple, la CCG, il doit mettre en place un compartiment dédié où il va garantir des projets d'innovation sociale pour que les banques ou d'autres bailleurs de fonds puissent financer, parce que faute de garantie, ils ne vont pas le faire. Et donc, avec la garantie de la CCG, ils vont pouvoir financer. Ça, c'est facile à faire. Peut-être je partagerai d'autres idées, le call to action, mais effectivement, il y a des solutions, il faut juste de la volonté. Très bien. Donc, ce que je déduis de cette première partie, c'est que l'offre est là, publique, privée, internationale. Apparemment, il y a de l'argent qui circule. Il y a effectivement une opportunité de faire financer son projet socialement innovant. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose la question, il y a de l'argent, il existe, la flux, mais l'impact quand même, peut-être, certains disent qu'il reste modéré, il reste assez modeste sur le terrain. Est-ce que nous avons une problématique de ciblage aujourd'hui? Est-ce que nous faisons du mauvais ciblage ou est-ce que l'argent est donné mais sans vraiment une très bonne, je dirais, évaluation et monitoring de l'impact social? Et je pense que c'était ça l'idée sur laquelle vous avez insisté tout à l'heure, Nihal. Donc j'aimerais vraiment vous écouter par rapport à ça. Halflus, elle est là, mais pourquoi est-ce que l'impact reste quand même à améliorer? Tout d'abord, pour moi, c'est plutôt un problème de structure qu'un problème de ressources. Parce que, comme tu viens de dire, les ressources, elles sont là. Peut-être pas très bien structurées ou sûrement pas très bien structurées. mais l'argent est là. Ce qui freine un petit peu, c'est la mesure d'impact qui n'est pas là. Et les critères qui ne sont pas rigoureux, que ce soit pour financer les associations, les organisations ou les startups. Pour le cas des startups, de mon expérience, j'ai vu plusieurs entrepreneurs faire le tour des incubateurs qui ont la même offre ou par exemple les mêmes programmes et exact. Tu les vois en train de pitcher, donc leur projet en fait devient leur produit plutôt que... Il n'y a pas de focus en fait sur le développement de la start-up. Il y a en fait juste c'est des serial pitchers dans plusieurs cas. Ils sont beaucoup plus dans l'amassage.
de la thune que dans le développement de leurs produits. C'est ça. Et il y a aussi un manque, je pense, en renforcement de compétences financières, en éducation financière aussi. Et par exemple, même, je dirais pas la plupart, mais plusieurs incubateurs qui sont là pour accompagner les startups n'ont pas forcément les compétences financières pour les accompagner sur la partie business, qui est quand même très importante, que ce soit pour un innovateur social ou un porteur de projet à impact social ou n'importe quel autre porteur de projet. C'est un point vraiment à creuser. Il faut un renforcement de compétences, même pour les équipes des incubateurs, par exemple. Très bien. Oui, les équipes des incubateurs ou des structures d'accompagnement qui, eux aussi, doivent bien comprendre, par exemple, la logique financière et les pistes de financement afin d'accompagner. Parce que c'est vrai, les entrepreneurs en général, c'est un background, par exemple, je ne sais pas, industriel ou un background d'ingénieur. C'est vrai que parfois, les connaissances financières et les connaissances je dirais, de comptabilité, de bonne gestion financière, il ne les a pas. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Est-ce que c'est vraiment un point faible que nous avons? C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs se lancent, mais sans avoir une bonne culture financière? Ou est-ce que c'est vraiment la manière avec laquelle certaines organisations octroient l'argent, donnent l'argent, par exemple? L'exemple d'ailleurs de ce fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, voilà, 80 000 dirhams, prenez, sans aucun suivi. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux améliorer ce ciblage, c'est Omar? Écoutez, d'abord, effectivement, par rapport à l'accompagnement à l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat social, il n'y a pas de structure spécialisée. Aujourd'hui, il y a un seul incubateur à ma connaissance, on peut citer le nom, c'est Bidaya, qui est l'émanation de SOS International, qui est une grande association qui emploie 70 000 personnes spécialisées vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Les autres incubateurs, ils sont des incubateurs très généralistes. L'économie sociale solidaire ou l'innovation sociale, très spécifique. Il faut des incubateurs spécialisés. Parce que l'accompagnement, il doit être sur mesure. Et puis, aujourd'hui, la problématique en général de la réussite de l'entrepreneuriat au Maroc, on est en train de shifter une problématique de financement, parce qu'il y avait avant un problème d'accès au financement, un problème d'accès au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement, qu'il y a les structures, le financement, il est là. Mais l'accès au marché, parce que soit les idées ne sont pas bonnes, soit parce qu'on donne de l'argent, on accompagne, mais on ne va pas jusqu'au bout pour s'assurer que le projet va se faire. Et donc, il y a une maturité à atteindre à ce niveau-là. Mais moi, très rapidement, je pense que par rapport à cette question j'allais dire, de financement en général, comme on a dit tout à l'heure, il y a l'argent, mais il n'y a pas le financement, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire un shift dans la culture, parce que n'oubliez pas qu'au Maroc, même sur le don public, les gens, la plupart du temps, ils veulent le faire de façon anonyme. Et donc, justement, ça les pousse à aller faire encore de l'informel, le financement de l'économie sociale et solidaire. Deux, il faut qu'on réussisse à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on ait des projets ensemble tripartites. Et je vous cite très rapidement les exemples faits par ou réalisés par des fondations d'entreprises, où on trouve l'INDH, la fondation d'entreprise et la commune, ensemble autour d'un projet. Ça réussit. Ça réussit parce que واحد كيجيب الفينانسمون, واحد كيجيب l'idée, واحد كيجيب l'accompagnement, etc. Et ça marche. Et je reviendrai sur cette question de territoire, elle est fondamentale. Si on veut réussir l'innovation sociale, il faut que les territoires et donc les régions, les collectivités locales jouent un rôle à la fois le financement, à la fois aussi l'accès au marché, etc. Très bien. Je pense que nous avons déjà une idée sur le call to action de Omar tout à l'heure. Au fil de l'eau. Très bien. C'est d'ailleurs ce que je vous propose. Call to action. OK. Si vous avez un message, une recommandation à lancer à l'écosystème, qu'est-ce que vous pouvez dire en 60 secondes? Nihal. La mesure d'impact, pour moi, c'est la question, c'est le focus, c'est sur quoi on doit nous concentrer pour financer des projets. Il faut en fait mettre en place des critères rigoureux pour savoir le financement fin ready et quel est son impact à la fois sur le plan social et économique. Et sinon, un call to action pour les entrepreneurs, c'est que dans la plupart des cas, en fait, dans plusieurs cas, certains pensent qu'il faut lever des fonds nécessairement, mais des fois, ce n'est pas le moment. Des fois, il faut se focaliser sur son projet, sur le développement de son projet, exactement. Et peut-être que c'est la vente ou les premières ventes du produit ou des services qui va en fait aider à la levée de fonds ou là, te donner les fonds nécessaires pour que le projet d'IEL. Très bien, excellent. Merci Nihal. C'est Omar, call to action. Oui, pour moi, pour résumer ce que je disais tout à l'heure, deux actions là pour moi qui vont changer complètement la donne. Première chose, c'est le cadre. Mettre en place un cadre réglementaire et légal qui tient la route. Dans le cadre toujours, mettre en place des institutions
c'est-à-dire mettre en place des fonds dédiés, soit des fonds interrégions, soit par exemple le fonds Mohamed VI, il y a les investissements stratégiques. Pourquoi ne pas mettre un compartiment au stade de fonds qui est dédié uniquement à l'économie sociale et solidaire? Ou un fonds séparé carrément. Oui, parce que lui, il va prendre les risques, Ouais. contrairement à une banque commerciale. Donc, cadre réglementaire, le cadre aussi institutionnel pour que ça fonctionne. Après, deuxième recommandation, je vais m'arrêter là, c'est de créer des modèles de coopération entre les acteurs du territoire. C'est-à-dire ne pas laisser les fondations toutes seules face à ces problématiques sociales, ou la laisser le territoire, ou la laisser les organes de l'État, ou les démembrements de l'État, etc. Il faut travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport sur le nouveau modèle de développement fait par la crème les penseurs et les économistes marocains. Donc aujourd'hui, il a donné à Djouj Hawaïj, on va complètement changer la donne. Voilà. C'est peut-être le point qu'on peut intituler plus de convergence Oui, absolument. des efforts entre les acteurs Tout à fait. de l'écosystème. Absolument. Très bien. Mesdames, messieurs, nous arrivons et nous touchons à la fin de notre 5e épisode dédié spécialement au financement de l'innovation sociale au Maroc. Je remercie encore une fois mes invités. Nihal Mogaddar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour votre contribution enrichissante sur le sujet. Et je rappelle que Nihal est responsable pays d'Inco Maroc, structure d'accompagnement de start-up et associations à fort impact social et environnemental au Maroc. Et vous êtes également consultante en entrepreneuriat. Merci Nihal. Merci à vous. C'est Omar Ben Aïcha. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre contribution à l'émission. Vous êtes entrepreneur, cofondateur de l'incubateur cluster de la Chambre française à Casablanca. Et vous êtes également mentor de start-up technologiques et PhD docteur en RSE. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, merci également à l'équipe technique de Téléplus. Merci aux équipes de la Fondation Abdelkader Ben Saleh. On vous donne rendez-vous au prochain épisode de votre émission Les engagés de l'innovation sociale. À très bientôt.